Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech. Aujourd'hui, c'est un épisode assez intéressant puisque j'ai l'invité parfait. Son pseudo, c'est La Mangatech, donc forcément, il devait passer dans cet épisode, enfin dans ce podcast. Et aussi, c'est La Mangatech, mais son pseudo, c'est Cantibus. Je vais l'appeler Cantibus dans cet épisode. Cantibus, il a une grosse Mangatech, parce qu'il a quasiment 2000 tomes en sa possession. Et j'ai regardé sa pile à lire, elle est quand même bien entretenue puisqu'il a juste 70 tomes à lire pour l'instant, si son manga collect est à jour. Donc ça, c'est franchement c'est notable. Franchement, quand tu as une Mangatech de 2000 tomes, c'est chapeau, bien joué. Cantibus, Merci. comment ça va? Ça va super, écoute, merci pour l'invitation et puis bonjour à ta communauté, à ton public. C'est un plaisir de participer à ce format-là que du coup j'ai pu en visionner. J'aime beaucoup ce format-là, c'est très sympa à regarder et puis à écouter surtout. Ouais, puis en plus, quand je demandais un peu les invités que vous vouliez voir, quand je demandais aux gens de la communauté, souvent ton nom revenait, et puis moi, ça me tentait de faire aussi des choses avec toi, parce que on n'a jamais rien fait ensemble, mais je regarde tes vidéos aussi de mon côté et tout, et donc c'était quand même l'occasion aussi de faire ça, de faire connaissance, quoi. Forcément, Ouais, ça... c'est vrai qu'on n'a jamais eu de projet tous les deux, mais voilà. Non, mais chose rectifiée Ouais, aujourd'hui, on va essayer c'est ça. voilà, avec ce podcast, de partager nos avis. Tu connais le format, c'est un format où chacun choisit 3 mangas dans la Mangatech de l'autre. Accompagné de ces mangas, il y a aussi des questions. Et les questions, on ne les dévoile pas. Donc, Cantibus, là, il a sélectionné 3 questions, 3 mangas. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Et moi aussi, et lui ne sait pas ce que ça va être. Donc, moi, je vais commencer vraiment dans le vif du sujet, dans quelque chose qui est plutôt... ton domaine, parce que tu en parles souvent. Je vais prendre le Dandadan tome 15 et plus particulièrement le tome 15 collector pour un peu avoir ton avis sur les mangas collector, mais pas global, parce que tu le donnes souvent et que même on en a déjà parlé sur ce podcast, mais plus sur l'état actuel là en fin 2024, début 2025. Là, on enregistre l'épisode, on est le 11 janvier. En ce moment, ça donne quoi les collecteurs? Est-ce que ça a évolué par rapport à avant, ou est-ce que je sais pas, est-ce qu'on est sur quelque chose de maintenant normal dans l'univers du manga et ça étonne plus grand monde? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, si on parle des collectors, l'objet, je trouve qu'en vrai, il n'a pas tant évolué que ça. Si tu compares aux premiers collectors, enfin les collectors qui remontent à il y a plus de 5-6 ans, on a toujours un petit peu la même chose. On a le tome plus les goodies, etc. J'ai des petits coffrets qui coûtent entre 10-15 euros de manière globale. Après, la hype, enfin tout ce qui tourne autour des collectors, j'ai l'impression qu'elle est retombée quand même pas mal. Il y a beaucoup moins cette mode du collector, donc on est moins obligé de se battre pour en avoir déjà, pour en trouver déjà rien qu'en magasin. Et sinon, toi ta question c'était plus par rapport au collector de Dandadan précisément. Non, plus au global, mais je trouve que Dandadan illustre bien ce que tu viens de dire, parce que on n'est pas sur un collector non plus hyper original. On a un goût. Donc, pour rappeler le collector Dandadan du tome 15, on a le tome 15 classique, il n'y a pas une jaquette alternative. Il y a des ex-libris. Et aussi, on a le bonnet. Un bonnet qui est plutôt cool. En plus, il est de bonne qualité, je l'avais vu sur ta chaîne. Ouais. C'est pas un bonnet non plus ridicule, quoi. Donc, on est quand même sur un truc assez classique, un template assez classique, quoi. Donc, je trouve qu'il représente bien ce que tu viens de dire, d'ailleurs. Classique... je sais pas trop parce que déjà il y a un truc qui dedans manque à l'appel, c'est la couverture alternative. Quand t'achètes un collector, t'achètes ce truc de l'exclusivité, le truc ce sera à durée limitée, t'auras pas la possibilité de racheter ce coffret dans quelques années, donc il faut qu'il y ait ce petit ajout exclusif inédit au collector, et pour moi la couverture alternative elle représente tout à fait ça, et là en l'occurrence dans ce collector il n'y en a pas, ce qui est vraiment dommage, et ce qui arrive très rarement en vrai, sur tous les collectors que j'ai ouverts, ça arrive que 20% du temps, ils mettent pas de cover alternative. Alors qu'ils ont la possibilité, en plus Dandadan, il y a les visuels, tu peux faire plein de covers. Il y a moyen de faire. Après, je trouve qu'ils font ça aussi beaucoup chez Crunchyroll, avec Chainsaw Man, je sais plus, ça devait être le tome 15 peut-être, ou le tome 16 ou 17, je sais plus. Mais pareil, il y avait une jaquette alternative. Avec tous les collectors, je me souviens plus trop.
Mais de mémoire, je crois qu'il y avait une jaquette alternative. Elle était pas incroyable. Elle était en noir et blanc, je crois, un truc comme ça. C'était, je sais plus pour le. Là, je te les montre, tu les vois. Je l'ai montré aussi à la caméra, mais je sais plus si c'est. Je pense que c'était pour le tome 17 qu'il y avait un collector qui était avec cette jaquette. Enfin bref, je rectifierai, mais je sais que Chainsaw Man, en tout cas, il y a des jaquettes alternatives, mais il y a aussi des collectors avec des jaquettes classiques, quoi. Ouais, mais du coup, voilà, je trouve ça un peu dommage, ça là-dessus, mais après, bon, on est réconforté par les goodies quand ils y sont, hein, parce que là, on a pris l'exemple du collector de Dan Dadan, du tome 15, et des fois, il y a des défauts de fabrication. Je prends l'exemple, j'ai un pote, Dr. Chips, qui se reconnaîtra sur Twitter, qui a acheté le collector et qui a eu 2 tomes 15 à l'intérieur et qui n'a pas eu le bonnet. Donc des fois, on a des petits problèmes comme ça. Et ça arrive souvent parce que j'ai souvent des commentaires qui me disent « Ah bah moi j'ai pas eu ci, ah bah j'ai pas eu ça, moi j'ai pas eu le goodies, ah ouais. » Et ça, je pense que c'est des défauts de fabrication, mais après, quand tu te dis, des fois, il y a des collectors qui sont pas non plus fabriqués avec de grosses quantités, donc c'est pas normal ce genre de détails. Mais ouais, en vrai, j'ai bien aimé quand même le collector, même si c'est vraiment ça qui manquait. Ouais, voilà. Mais je te rejoins aussi sur le fait que c'est de plus en plus disponible maintenant. Avant, tu sais, il y avait un peu comme une hype là, pendant la période un peu Covid où le manga a explosé. Il y avait des effets assez... tu sais, par exemple, les attaques des titans, tout ça, c'était vachement hype. Il y avait beaucoup de gens qui spéculaient dessus. Donc, il y en avait qui en achetaient à l'appel et tout. Et ça se revendait quand même 3 fois, 4 fois le prix sur Vinted et tout. Mais maintenant, effectivement, je trouve qu'on en trouve beaucoup plus régulièrement. Maintenant, même au Canada, là, je vais en rayon et je vois encore des tomes collector de l'attaque des titans. Je vois encore du. C'est vrai qu'en rayon, t'en retrouves encore plein. Alors qu'avant, alors ça pas. C'était pas simple, ouais, effectivement. Alors, tout ce qui est donc tous les scalpers, hein, ce qu'on appelle les scalpers, ceux qui achètent pour revendre, uniquement pour revendre et pas dans l'optique de garder l'objet, enfin du moins de pas se l'acheter pour soi-même. Ça a pas totalement disparu, mais c'est vrai que ça s'est quand même pas mal diminué. C'est vrai qu'avant, c'était la folie, hein, comme je disais, c'était très compliqué de se procurer certains collectors. T'avais des scalpers qui achetaient qui achetaient en grande quantité dans les plus grosses enseignes comme la Fnac ou Cultura qui prenaient tout ce qu'il y avait en rayon pour ensuite revendre sur internet 3-4 fois le prix. Ça se fait plus trop parce que d'une part, les magasins ont commencé à brider ça. Déjà, on peut plus acheter en plus grosse quantité comme ça. Et je sais plus où j'en étais. Et oui, et ça se fait beaucoup moins, et heureusement, et en même temps, c'est dû aussi au fait que la hype est retombée. Comme il y a beaucoup trop de collectors, comme il y en a beaucoup plus qui sortent sur plein de séries différentes, il y a plus ce degré de rareté. Il y a plus ce truc de « Ah tiens, regarde, ils font une édition un peu spéciale, c'est pas commun, on va l'acheter. » Maintenant, ils en sortent quasiment pour tous les tomes qui sortent, pour My Hero Academia, pour Dan Dadan, là on a pris l'exemple, pour Chainsaw Man. Forcément, ça attire moins de monde parce que t'as plus cette rareté. Ouais, il y a un peu, comme t'as dit, ça s'essouffle un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui... C'est bon, avant, en tout cas, moi, pour Chainsaw Man, je me disais, faut que j'achète à chaque fois le tome collector parce que j'ai commencé, je les ai quasiment tous, il me les faut. Et maintenant, si j'en saute un ou deux, je suis en mode, c'est pas grave. Et surtout quand je vois... Moi, en fait, la plupart du temps, les collectors, ce qui m'intéresse, ça va être les jaquettes alternatives. C'est pour avoir vraiment un objet, quand je le prends, quand je le vois, qui soit vraiment différent des autres. Enfin, je sais pas, qu'il y a cet aspect un peu cool. Tout ce qui est goodies à côté, moi, ça m'intéresse un peu moins parce que la plupart du temps, ils sont pas intéressants. J'ai vu que quand tu parlais du tome d'Adadan, le tome 15, les équilibristes, t'en fais pas grand chose, quoi. Tout au plus, ça peut faire un marque-page sympathique ou alors mais si tu le mets dans un cadre où, j'essaie de trouver des bons arguments pour les ex-libris, tu vois, mais faut lui trouver une utilité à ce ex-libris. À chaque fois, t'as le crédit ou t'as le logo en gros, donc tu sais, c'est pas non plus un ex-libris tout clean, tout pro. Enfin, je sais pas, c'est jamais sympathique, quoi. Mais il faut à la limite que les goodies puissent servir derrière. Un bonnet, pour moi, c'est un bon goodies parce que tu peux t'en servir. Faut forcément faut pas que ce soit un bonnet affreux non plus, mais il faut que ce soit des objets qui soient utiles et qui attirent le client également.
pour moi, des ex-libris, bon, bah voilà, c'est des bouts de papier, quoi. Ouais. C'est pas si intéressant que ça. À la limite, si tu veux le faire, je sais pas, si tu veux faire une dédicace dessus ou un truc comme ça peut être intéressant. Mais bon, quand ça fait le 50e ex-libris que t'as d'une série, au bout d'un moment, c'est plus une valeur ajoutée au collector. Hein. Pour moi, c'est des trucs que tu peux donner, que le libraire peut donner comme si c'était un marque-page. Exactement. Puis dans ces dernières années, est-ce qu'il y a un collector, ou même plusieurs, qui t'ont marqué, où tu t'es dit, ah ouais, là vraiment, là ils ont fait fort, là c'est du bon collector? Moi, si, je repense à celui de Détective Conan, qu'ils avaient fait pour le tome 100. Je trouvais que là, en fait, c'était pas un collector qui coûtait très très cher. Je pense que c'était surtout un collector qui était vraiment adressé aux fans de la série, parce que t'avais vraiment ce soin apporté. C'était un collector qui était très soigné. Ils avaient mis un poster, mais en tissu. Ils avaient fait le badge, mais en métal et tout. Ils avaient vraiment fait ça propre. Et surtout, ils avaient mis 2 covers alternatives qui sont sublimes comment dire, qui brillaient, quoi. Ouais. Et le petit coffret et tout. Enfin, bref, je vais pas tout refaire le contenu. Celui-là, il m'avait marqué parce que il était vraiment très intéressant et surtout, j'y changeais complètement de ce qu'avaient l'habitude de faire toutes les maisons d'édition au collector. Et en vrai, il y en a plein d'autres, mais j'oublie sûrement. Mais ils sont pas si. Enfin, il n'y en a pas tant que ça finalement qui m'ont vraiment marqué. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui valent vraiment, vraiment le coup. Et sinon, habituellement, c'est très souvent déceptif ou c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Ouais, je suis d'accord. Bon. Moi, de mon côté, le dernier où je trouvais que c'était vachement bien, c'était celui de Aohashi avec le maillot. Donc Oui, Aohashi, ouais, c'est un ouais. manga de foot. Et Je à l'ai même voir. pas. Bah, non, mais c'est normal parce qu'il était tellement dur à se procurer. Moi, je l'ai eu Bah, et parce surtout, que. je fais pas la série. Donc, Ah je oui, me en suis dit, plus. bon, est-ce Ouais. que je veux pas l'acheter? Même si je sais que c'est quand même un beau collector et c'est vraiment un t-shirt, un maillot de foot qui en plus était vraiment dans une matière C'est de une bonne vrai qualité. maillot de foot. Hein. C'était pas juste le t-shirt floqué, quoi. Non, non, c'est pas. Tu vois, par exemple, c'était un maillot de l'équipe de France et tout. Évidemment, le maillot sera beaucoup mieux fini et tu sens que le matériel est bien. Oui, Mais pour le maillot de ouais, Aoshi, il est quand même assez propre pour le prix que c'est. ouais. Franchement, c'était cool. Puis moi, ici, il est jamais arrivé, en tout cas, au Canada. On n'a jamais eu un tome collector en rayon de Aohashi. Moi, je l'ai acheté parce Ouais. qu'il y a juste un mec qui a dit que tiens, j'en ai 2, je te vends à prix où je l'ai acheté. Donc Ça, c'est j'étais cool. refait, mais pour l'avoir, sinon, c'était hyper compliqué. C'était très limité en stock, c'est ça qui est dommage. Mais je trouve que Ouais. dans l'idée, ça correspond tellement avec le produit, enfin avec le manga, que Ouais. ouais, non, Bah oui, c'est ça, ça. c'est bon, quoi. C'est ça qui est cool dans les goodies. Moi, les goodies collector que je préfère le plus, c'est quand c'est directement lié à la série, quand c'est carrément des objets qu'on peut retrouver dans le manga. Ouais. Ça, c'est impeccable. Des fois, c'est du pain béni. T'as juste à refaire un goodies de ce truc. Voilà, ça, tu peux le mettre dans le collector plutôt que des ex-libris ou Ouais, non. des marque-pages ou des badges, quoi. C'est pas. Voilà. Mais là, un maillot de foot, bah, c'est parfait. Ouais, non, franchement, ça c'était quelque chose qui m'a marqué. Et aussi, j'aime bien, et comme t'as dit, là, le tome 100 de Détective Conan, j'aime bien quand un collector sort pour fêter quelque chose. Tu sais, que ça soit la fin d'un Oui, tome, oui. que ça soit la Il y a fin, ça enfin, la fin également. d'une série, la fin d'un. Tu vois, le tome 100 d'un Ouais. manga, c'est pas tous les jours. Oui, Ça, c'est pas cool, rien. quoi, parce que t'as l'impression que ils le font pour une occasion spécifique et pas pour Ouais. remplir les bourses, quoi. Donc, ça, j'aime bien aussi. Ouais, bah. Ouais. Ouais, ou quand c'est un anniversaire, quand c'est une fin de série, ou alors. Il y a aussi ce truc de. Le premier collector pour. Enfin, le collector pour le premier tome. Ça, c'est. Tu te dis, ça peut être une bonne idée, parce que pour lancer la série, etc., ça peut être sympa. Mais après, il faut quand même que le client, il achète un collector qui, du coup, est un peu plus cher que le tome normal. Mais ça se trouve, le manga va pas forcément lui plaire. Et ça, là-dessus, bah, c'est un petit peu un pari un peu hasardeux, mais c'est quand même une bonne raison de faire un collector. Mais comme tu l'as dit, ouais, c'est vraiment le tome 100, c'était idéal. Maintenant, t'as Ouais. des collectors pour le tome 31, 32, 33, 34. Ça sert à rien, on fait rien. Il y a C'est vraiment pas plus. d'intérêt à faire un collector. C'est ça, t'as plus ce côté exclusif et. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu fais les Kingdom, je me souviens plus dans ta mangatech. D'ailleurs, le lien de la mangatech, enfin du manga collect de Cantibus sera dans la description si vous êtes curieux. Mais non, tu les fais plus? Je vais peut-être te décevoir, mais Kingdom, j'ai pas accroché du tout. Ah, Du coup, j'ai revendu. franchement, t'inquiète, moi, je juge pas. Tu t'es arrêté à quel tome? Est-ce que c'était Non, genre. mais en plus, je me suis arrêté tôt. J'avais lu, mais c'est il y a longtemps, j'avais lu le tome 3 et 4. Ouais. 3, 4.
Et j'avais pas accroché plus que ça, mais peut-être un jour, je me dirais, bon, vas-y, je relance une seconde chance. Le début de Kingdom, faut dire aussi, il est pas très représentatif de la suite et c'est pas le plus intéressant, même si moi je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas trop accroché. Bon, après, il y a la nouvelle édition de Meian qui devrait débarquer. Est-ce que ce serait pas l'occasion de reprendre? Mais peut-être, hein. Franchement, ouais, c'est ça. Dis-toi que le début n'est pas trop représentatif, à la lumière d'un Berserk aussi, où les 3 premiers tomes sont un peu éclatés par rapport au reste, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit tips comme ça, même pour ceux qui nous écoutent et qui ont commencé Kingdom, qui sont un peu déçus, vous inquiétez pas, voilà. Mais après, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, tu vois. Non, mais en vrai, tu sais, genre, il y a beaucoup de mangas comme ça où on se dit non, mais c'est incroyable, les gens peuvent que aimer. Mais tu sais, des fois, t'as un peu des goûts différents et moi, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui n'aiment pas forcément Kingdom, quoi. Ça me choque pas plus que ça. Puis il y a aussi le fait que la série, elle a combien de tomes là, 70, un truc comme ça. Ouais. Et vas-y, j'ai plus de place, moi. Je peux plus. Comme tu l'as dit, j'ai une pile à lire qui, certes, a diminué pas mal, mais quand même que j'ai trop d'objectifs. Du coup, Kingdom, quand tu me donnes un objectif de 70 tomes, je me dis, ah, c'est quand même un gros morceau. Est-ce que j'ai du temps à accorder pour une grosse série comme ça, même si elle est incroyable? Vas-y, dis-en pas plus, parce que là, t'es en train de me squeezer une question, là. Une prochaine question. Ok, d'accord. Non, mais c'est ça, pour un retour des collectors, ouais, c'est vrai qu'actuellement, je trouve que c'est moins hype, qu'il y a beaucoup trop de collectors pour ce que le mot signifie. Et que c'est cool pour les utilisateurs parce que c'est de plus en plus accessible, mais d'un côté, si la qualité suit pas trop, voilà. Enfin, maintenant, il faut vraiment sélectionner ses collecteurs et il faut pas avoir cette peur de manquer un tome quand il vaut pas le coup, quoi. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et voilà, et on n'est pas forcément obligé de tous les acheter. C'est ce que j'ai commencé à faire. De toute façon, maintenant, sur la chaîne, il y a de moins en moins de vidéos unboxing parce que je commence à m'en désintéresser un petit peu parce que le format, il est vu et revu. Ça fait maintenant presque 3-4 ans que je fais ça. Les collectors, je commence un petit peu à en avoir marre, surtout que c'est très souvent la même chose. Donc même si on me qualifie souvent du mec qui fait des unboxings de collectors sur YouTube, c'est vrai que c'est plus trop le cas. J'aimerais bien m'en dissocier un petit peu de cette image-là, même si je sais que ça me collera à la peau, mais voilà, je commence un petit peu à m'en lasser, on va dire, des collectors. J'achète ceux qui m'intéressent vraiment, hein, par exemple, l'année dernière, il y a eu ceux de, je sais plus si c'est l'année dernière, mais il y a eu Berserk, il y a eu les gros collectors de Spy Family, ceux de Jujutsu Kaisen, mais là, tous les petits collectors, de Dan Dadan, de ceux de Crunchyroll de manière globale, voilà, je souffle, hein. Comment ça? Ah non, je te comprends. Je te comprends. Puis c'est ça, ceux qui seront curieux, qui iront voir la chaîne La Mangatech, qui sera en description aussi. Tu fais un format aussi qui est très cool, qui est un peu relié, c'est les pires annonces Vinted. C'est assez drôle comme format, donc je vous laisserai aller voir si vous êtes curieux. Mais là, tu découvres un peu les perles et tu vois à peu près les abus qu'il peut y avoir dans la communauté. Ça fait un peu office de vidéo préventif aussi, de voir, de montrer qu'on peut tomber sur des arnaques des fois ou des annonces qui à première vue semblent intéressantes, mais finalement c'est bourré d'arnaques, hein. Vinted, faut faire très attention, surtout au niveau des mangas et des éditions limitées et collecteurs. Donc ça, c'est un format que j'aime bien faire et puis qui est très apprécié. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu veux passer à ta question, ta première question? Ouais. Du coup, j'ai pu regarder un petit peu ta collection. J'ai vu que c'était assez varié. Il y avait de l'ancien, il y avait du très récent. Il y avait des séries en cours, mais t'es pas forcément à jour partout. J'ai vu que tu avais le manga que j'aime beaucoup, Le Vendeur du magasin de vélo. Voilà, ça me fait très plaisir de voir qu'il est dans ta collection, parce que c'est un de mes préférés en ce moment. Et du coup, j'ai vu que tu avais aussi des titres comme Blame, je sais jamais comment on prononce. Blame. Enfin bref, Blame, Akira ou 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sont des mangas avec des formats très conséquents, qui sont énormes. Du coup, d'où ma question. Pour toi, le format ou la taille du manga, quel est l'idéal pour profiter d'une lecture, pour avoir la meilleure expérience de lecture possible? Et du coup, inversement, quel est le format que tu adhères le moins? Waouh, trop intéressant. Le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est ça dépend du manga. Parce que un Akira, un Blame, les dessins, tout ça sont hyper importants. Le trait de Otomo là, dans Akira, il est extrêmement détaillé. C'est vraiment très fourni. Et je comprends
que le lire en format tankobon classique, comme un tome comme ça, ben, ce serait tellement gâcher le potentiel de l'auteur que c'est bien d'avoir un grand format. Et même l'auteur lui-même voulait un grand format parce que voilà, il se rendait compte que son dessin il était quand même très détaillé. C'est dommage de le compresser. Pour un Blame aussi, ce serait dommage de l'avoir en petit format parce que bon, bah, le dessin il est un peu cryptique, un peu un peu particulier, mais je trouve que l'avoir en grand format, ça renforce aussi le côté gigantesque des structures, parce que voilà, dans Blame, on a une sorte de structure avec vraiment une architecture très spéciale, et donc ça renforce un peu cette immersion. Pour 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas si nécessaire que ça, parce que le dessin, il est propre, mais je l'aurais eu en format classique, ça m'aurait pas plus dérangé que ça, mais le fait d'avoir en grand format, ça rend aussi la lecture un peu plus spéciale. Par contre, là où dans Akira et dans Blame, les couvertures sont pas forcément, elles sont pas rigides, justement, elles sont plus ou moins pliables. Oui. Je trouve que pour la lecture, c'est plus pratique. Alors que des hardcovers, je trouve que des fois, ça peut être un peu plus relou pour la lecture. Ça, c'est vraiment pour le confort de lecture qui est quand même un argument à prendre en compte parce que bon, quand tu lis un manga, bah, le confort de lecture, c'est important. Mais voilà, donc moi, pour des œuvres comme ça, oui, je suis content d'avoir du grand format. Mais par exemple, pour le vendeur du magasin de vélo que tu viens de citer, qui est pour moi aussi un bon coup de cœur. Là, j'ai reçu les tomes 5 et 6 récemment. Et donc là, j'ai hâte de les lire. Mais ça me dérange pas d'avoir un petit format, par exemple, pour ce manga. Tu vois, l'avoir en grand format... aucun intérêt, ça, c'est pas non plus... voilà. Mais par contre, j'aime bien pour la lecture, j'aime bien quand même les moyens formats. Comme on peut retrouver chez... les perfects, les trucs comme ça. Hein. Ouais, par exemple, la nouvelle édition de Full Metal Alchemist ou la nouvelle édition de 20th Century Boy. C'est des formats moyens avec couverture pas rigide. Je trouve que pour la lecture, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Même Karakuri Circus, tu vois. Je trouve que c'est un format qui est cool. Ouais, je comprends. Ouais, parce que tu vois, par exemple, le 2001, l'Odyssée de l'espace, t'es limite obligé de le lire, ou Lone Wolf and Cub, t'es obligé de les lire sur une table, quoi. C'est pas, enfin, obligé, c'est quand même, c'est pas pratique. Et du coup, pour moi, tu sais, j'ai souvent ce truc, c'est un peu un running gag sur la chaîne, mais ce truc où un manga doit passer ce que j'appelle la frontière des toilettes. C'est-à-dire que si c'est compliqué de le lire aux toilettes, pour moi, c'est même pas la peine. Et là, en l'occurrence, les gros formats comme ça, c'est pas pratique. Alors c'est sûr que comme tu l'as dit, quand les dessins ils valent le coup, oui, ok. Mais là maintenant, t'as je ne sais combien de séries qui passent en manga édition perfecte, en grand format. Il y a des fois, il n'y a pas d'intérêt, quoi. C'est juste, on veut on veut refaire une nouvelle édition en plus grand format, alors que celle qui est en petit est amplement suffisante. Donc oui, c'est sûr que la plupart du temps, ça vaut le coup, mais maintenant, t'as cette abondance de grands formats qui, parfois, sont pas très utiles. Je suis d'accord, puis... En plus, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a des grands formats, moyens formats où ça mérite pas, parce que, je sais pas, par rapport au dessin, par rapport à la série, t'as plus l'impression qu'il faut un grand format pour augmenter le prix du manga, tout simplement, et pour le vendre un peu plus cher. Et ça, c'est un peu dérangeant. Est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête pour ça? Je sais pas trop. Tu vois, par exemple, Sous Bouteille de Mangetsu, des éditions Mangetsu de Fujita. De Fujita. Je suis content de l'avoir en moyen format. Est-ce que le manga aurait pu être aussi en format tankobon? Certainement. Comme à la base, ils avaient fait la première édition et un petit format. Sous Bouteille, ça n'a jamais été édité, je pense, en France. Mais par exemple... oui, je confonds avec Karakuri Circus, oui. Mais oui, Sous Bouteille aurait très bien pu avoir un petit format, oui. Surtout que là, on est sur des tomes qui sont relativement... pas trop épais, qui font l'équivalent d'un seul tome. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt de faire un grand format. Alors certes, le dessin de Fujita est parfois incroyable, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un grand format? Je ne sais pas. Et là, j'ai pris Sous Bouteille, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que c'est ça, les dessins sont chouettes et tout. Mais par exemple, chez Mangetsu, il y a un truc assez intéressant qu'ils ont annoncé un peu en soum dans un podcast, c'est que pour les Junji Ito, ils vont avoir le droit à leur format tankobon, un format classique, format comme ça. Je savais pas ça. Ouais, ils l'ont pas annoncé sur leur réseau, ils l'ont annoncé sur Arigato en exclusivité là sur un podcast. Et ouais, donc ça va commencer avec Tomie pendant. Alors je crois que ça va être bientôt annoncé. Et je veux pas trahir de date ou quoi, mais ça va être bientôt annoncé. Du coup, ce sera pas des intégrales?
Ce sera ce sera non non, t'inquiète, ce sera des intégrales. Je pense que oui, ce sera en tout cas de mémoire, c'était une intégrale. Mais ça va être en format. Épais, hein, si c'est des intégrales, le tome c'est en petit format, c'est une brique le truc. Ouais. Mais je trouve ça je trouve ça intéressant. Déjà, j'ai hâte de voir la couverture. Et aussi, là où les maisons d'édition, normalement, c'est un peu l'inverse. Tu commences avec des formats un peu plus classiques, un peu moins chers. Ouais, c'est vrai. Style Takobon. Et hop, après, tu passes à une Deluxe. Là, tu sais, je trouve ça particulier maintenant que ça soit un peu plus. Voilà, ça dépend. Il y a peut-être une demande. Il y a peut-être une demande parce que Junjito devient de plus en plus populaire en France. Et du coup, les grands formats, il y a peut-être pas. Enfin, tout le monde ne peut pas s'offrir des gros formats en rigide comme ça. Donc peut-être qu'ils se sont dit, faut toucher une autre clientèle qui seront plus dirigés vers du petit format, souple. Mais et pour en vrai, bonne nouvelle, je l'apprends. Ouais, puis pour comment ça s'appelle, même pour ça permet aux acheteurs déjà de sélectionner plus facilement ce qu'ils veulent acheter en fonction de leur bourse, en fonction de ce qu'ils veulent mettre dans une série, ça c'est cool. Et même pour la lecture elle-même, tu vois, par exemple Tomier, moi je l'ai la toute première édition qui a quelques défauts de fabrication sur plein de points, sur le fait qu'il soit très rigide, que certaines pages se décollent. Tomier est très difficile à lire, enfin très difficile, bon on s'entend, c'est pas non plus la mer à boire, mais c'est pas simple à lire avec cette édition, mais avoir une édition un peu plus souple et tout, ça peut être un peu plus simple. Et peut-être, je pense que il passe un peu plus le test des toilettes. En tout cas, c'est vrai. Tommy aux toilettes, c'est pas pratique. C'est ça. Et Lone Wolf and Cub, c'est comme tu l'as dit, là faut le lire. Moi après, en fait, ce que j'aime bien avec ces tomes-là, c'est que en fait, ça rend la lecture un peu plus spéciale parce que forcément, tu t'investis un peu plus parce que voilà, moi quand je lis un tome de Lone Wolf and Cub, voilà, bon, je le prends, je me pose et je vais essayer de le lire vraiment sur 1 ou 2, 3 soirées, vraiment, et ça va être vraiment quelque chose où voilà, où je m'implique plus parce que la plupart des tomes que je lis, c'est avant d'aller me coucher dans le lit. Donc tandis que là, je le lis différemment. Donc t'as aussi ce côté un peu spécial, ce côté un peu, je sais pas comment le dire, mais t'as un côté un peu plus unique. Qui fait que peut-être ta lecture sera différente, enfin ton expérience de lecture sera différente. Tu le lis différemment que toutes tes autres séries, de par son format. Quoi. Ouais. Puis toi, c'est quoi ton format favori de lecture, si tu devais en choisir qu'un seul? Mais ça reste les petits, hein. Le petit format, pour moi, Pour moi, les mangas, j'ai toujours vu ça comme ça, et quand j'ai commencé à en acheter en grand format, c'est parce que c'était des séries qui n'étaient pas éditées autrement, et donc je m'étais un petit peu forcé... Moi, à l'époque, j'avais commencé par exemple, je crois que le premier que j'avais acheté, c'était Monster, avec l'édition Kana, les grands formats, parce qu'ils faisaient plus les petits formats pour les Monsters. Et j'étais là en mode, tant pis. Bon, après, je vais pas pleurer parce que je lis un gros format, ça reste quand même très lisible. Mais non, moi, je reste sur les petits formats. C'est toujours le plus pratique à lire. Au lit, par exemple, c'est trop bien, c'est parfait. Non, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Même si, voilà, pour moi, certaines séries, je suis content de les avoir en moyen format. Le grand format, un peu moins, mais le moyen format, je trouve qu'il est cool, tu vois. Par exemple, pour les Karakuri Circus, que tu fais aussi, je suis quand même content de l'avoir en moyen format. Où il y a des... tiens, je prends l'exemple des Taniguchi en grand format. Le dessin, il est tellement magnifique et hyper détaillé que pour moi, c'est parfait. Taniguchi, il faudrait pas le mettre en petit format. Là, par contre, c'est parfait. Non, je te rejoins. Est-ce que je lancerai pas la question que tu as failli traiter tout à l'heure? Vas-y, je t'écoute. En fait, je vais piocher dans ta mangatech Détective Conan. Et Détective Conan, actuellement, il y a énormément de tomes. On est à plus de 100 tomes et tout ça. Et je voulais te poser la question à travers Détective Conan, comment, quand on a une mangatech aussi grande, quand on a beaucoup de tomes, qu'on a lu beaucoup de tomes et qu'on a beaucoup de séries aussi en cours, qu'on a beaucoup de séries à suivre, comment on fait maintenant pour se lancer dans des séries aussi longues que Détective Conan, que Kingdom, que One Piece, quand surtout en plus on est créateur de contenu et que souvent on a des lectures qui sont un peu différentes ou on a des façons de lire un peu différentes parce qu'on doit traiter de quelque chose de l'actualité ou quoi, je sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Du coup, en fait, avant, même avant que je fasse des vidéos ou des trucs comme ça où j'avais une aussi grosse collection, c'était des questions que je me posais pas, déjà parce que je connaissais moins de mangas, donc quand il y avait une série, Détective Conan, c'est comme ça que je l'avais commencé. Je me suis même pas posé la question de il y a beaucoup trop de tomes, ça va pas être possible, je l'achète quand même parce que ça m'intéressait. Aujourd'hui, t'es obligé de faire des choix. Il y a des séries, je voudrais trop commencer, mais c'est pas possible. J'ai pris l'exemple de Kingdom tout à l'heure, c'est complètement ça.
Enfin, c'est pas possible, c'est très compliqué, on va dire. Par le prix que ça va coûter, par la place que ça prend. Maintenant, le problème de place, chez moi, c'est juste pas possible. Faut faire des choix, faut revendre d'autres séries pour refaire de la place. Faut trouver des petites magouilles, laisser des mangas chez les parents ou chez des potes. Mais ouais, t'es obligé de faire des choix. Et le temps de lecture aussi. Le temps que ça va prendre quand t'as plein de séries en cours qui sortent en ce moment et que toutes les semaines, tu dois acheter 4-5 tomes qui sont sortis et que du coup, tu peux pas accorder tout ce temps à des grosses séries comme Kingdom ou Détective Conan. Bah, y a un choix à faire parce que, ok, j'accorde du temps à Détective Conan, mais en attendant, bah, mes séries, elles avancent de l'autre côté, j'ai pas le temps. Donc, ouais, c'est compliqué de commencer des nouvelles séries. Surtout que là, j'en suis à un point où j'aimerais bien découvrir des classiques, des vieux classiques. Mais en général, les vieux classiques, c'est des séries qui ont cartonné à l'époque et qui, du coup, sont de très très longues séries, par exemple. Enfin, de très longues séries. Maintenant, tiens, je vais prendre l'exemple. L'autre jour, j'ai sorti une vidéo des objectifs de lecture de l'année 2025. Et je crois que c'était par rapport à Vagabond. Vagabond, juste parenthèse, il y a combien de tomes actuellement ? Une quarantaine, je pense. Quarantaine, ouais. Et j'avais dit que pour moi, c'était une très longue série. Et il y en a en commentaire, ils m'ont dit, putain, c'est bizarre que tu dises que pour toi, 40 tomes, c'est une très longue série. Bah, c'est juste que moi, comparé à mes objectifs de lecture, avec le temps que j'ai accordé à ma lecture, pour moi, 40 tomes, c'est énorme. C'est une série, maintenant, c'est même pas envisageable. Je pourrais même plus commencer des séries comme je l'avais fait à l'époque avec One Piece, par exemple. Et ouais, voilà, c'est pour ça, hein, c'est un choix à faire. Je sais plus c'était quoi exactement ta question. Je sais pas si j'ai répondu. Ça y répond. Même moi, tu sais, je te rejoins aussi là-dessus. C'est que actuellement, quand tu veux te lancer dans une série de 100 tomes, ça veut dire que pendant potentiellement 3 mois, tu vas lire que ça. Ouais. Ou tu dois lire que ça. En tout cas, moi, avec mon rythme de lecture normal, c'est ce que ça m'a pris pour rattraper One Piece à peu près 3-4 mois avec un rythme de lecture tout à fait agréable, quoi, où je me faisais pas non plus, je me levais le matin, je bouffais du One Piece jusqu'au soir. Ouais. Est-ce que t'as un rythme de lecture prédéfini, genre tel nombre de chapitres par jour ou... Je me fixe pas genre que un jour dans la semaine. Je me fixe pas d'objectif, mais je suis à peu près un rythme de lecture de 6 tomes par semaine, globalement. Ouais. 6 tomes classiques. Des fois, je peux lire 3 tomes en une journée ou 4 et tout. Mais avec le temps de lecture que j'ai, parce que on a un métier à côté, avec YouTube et tout, j'ai pas non plus tant de temps de lecture que ça, quoi. Ouais. Mais moi, c'est à peu près ça que je lis si je devais faire une moyenne. Toi, c'est quoi ? Ce serait à peu près combien ? Mais moi, en fait, enfin, globalement, c'est à peu près la même chose, c'est 6-7 tomes par semaine. Mais j'ai un rythme de lecture qui peut paraître un peu étrange, c'est que tous les matins et tous les soirs, je lis un chapitre d'une série. Okay. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire Dr. Stone et Hikaru no Go. Et tous les jours, je lis un chapitre de ces deux mangas. Et tu vois, c'est quand même des grosses séries. Et au fur et à mesure du temps, je vais prendre 4-5 mois pour finir une série qui a 20 tomes. Alors que ça paraît énorme, mais en réalité, c'est juste que je prends beaucoup mon temps. Puis ça me permet de ne pas être trop perdu dans ma lecture. Je sais où j'en étais hier, tu vois, dans ma lecture. Et ce qui fait que pour des grosses séries, des fois, ça peut prendre énormément de temps, mais je lis plein d'autres séries en même temps. Ouais, c'est ça. Et en plus, quand tu commences un peu à éparpiller tes lectures, c'est dur de se remettre dans une série. Et donc, moi, je préfère maintenant faire une série d'une traite. Par exemple, là, les Boko Stratèges, c'est ma lecture du moment. J'ai repris au tome 3. Ça m'a mis un peu de temps pour me remettre dedans, mais là, je décroche pas et je lis jusqu'à la fin. Donc, le tome 8, là, je suis au tome 7 actuellement. Mais tu vois, je préfère le lire d'une traite comme ça. L'histoire, elle est dans ma tête. Je vois à peu près. À chaque fois que je me relance un tome, je suis pas en train de me dire attends, qu'est-ce qui s'est passé avant et tout. J'oublie. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment dur quand tu fais plusieurs séries en même temps de vraiment se remettre à chaque fois dans un manga et tout. Il y a des séries. Tu prends des séries comme Blue Box, quand t'as un tome tous les 6-7 mois, vas-y, je suis obligé de relire les chapitres du tome précédent parce que je me rappelle plus de rien. Puis en plus, quand tu lis 100 séries en cours en même temps, il y a des trucs que tu te souviens plus. Hein. C'est pour ça, je privilégie vraiment je sais pas comment on pourrait appeler ça, le batch reading. Quand tu lis, je sais pas pourquoi je le dis en anglais du coup, mais je sais pas, la lecture en groupe, le tir groupé, vas-y, on va l'appeler le tir groupé. C'est quand tu lis une série. Ouais, c'est comme sur Netflix, là, quand tu dis Beach Watch ou je sais plus quoi. Binge watching, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment ce que...
Non, franchement, moi, je priorise ça parce que au moins, tu t'immerges vraiment dans une série. Puis ça me rappelle, moi, à l'époque, quand j'avais pas, tu sais, j'avais pas énormément de séries en cours. J'avais Naruto et Bleach. Et donc, je lisais vraiment que ça. Et donc, c'était facile de m'y remettre. Mais maintenant, quand tu lis énormément de séries, tu t'éparpilles beaucoup. Et donc, le fait de lire une série à la suite, c'est vachement mieux. Par exemple, pour les Aohashi, des fois, tu as des matchs de foot qui se passent sur 4 tomes. Et donc lire tome par tome, 3 mois par 3 mois, c'est un peu relou. Donc là, les avoir tous d'un coup et regarder le match, enfin lire le match d'une traite en 4 tomes, c'est un plaisir fou. Quoi. C'est beaucoup mieux pour le plaisir de lecture et tout. Je trouve ça vachement mieux. Mais pour revenir plus précisément sur le sujet, c'est vrai que moi, là, actuellement, une série de 100 tomes, je sais pas si je pourrais commencer. Par exemple, Détective Conan, tout ça, je sais pas si je commencerai un jour parce que 100 tomes, ça veut dire potentiellement 2 mois de lecture si je m'y mets vraiment à fond et que ça me tient à cœur. Mais 2 mois de lecture pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vidéos que je peux pas faire. Si je veux faire des top flops par exemple, je vais pas traiter que d'un manga. Si je veux faire une vidéo sur un manga en particulier, je pourrais pas parce qu'il faut que je lise l'autre. Donc c'est compliqué hein, quand tu es en plus créateur de contenu et que tu lis beaucoup de séries. Enfin en tout cas pour moi, je lis beaucoup de séries que je n'aurais pas lues spécialement, mais j'ai envie de les lire pour les traiter en vidéo ou voilà pour faire une vidéo bilan de l'année ou je sais pas. Mais ouais, ça a vraiment une influence sur mes lectures, le nombre de tomes. Ouais. Bah tu vois, JoJo's Bizarre Adventure, j'ai mis 4 ans je crois pour tout lire. Ouais. Avec le rythme d'un chapitre par jour et c'est du temps accordé. Hein. Mais c'est marrant ton système là de lire un chapitre par jour. Parce que j'ai la pile et puis tous les jours je lis juste un chapitre. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça, mais je trouve pas ça. Je trouve ça bien parce qu'au moins t'as ce petit rendez-vous. Et t'as ce côté un peu épisode comme à la télé, tu sais, genre où chaque jour t'avais un épisode. Ah bah des fois je me dis, par contre quand le chapitre s'arrête net, un truc... Non, des fois je m'autorise, je lis la suite, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là-dessus, c'est impossible. Ouais, tu te limites pas non plus, c'est vrai que ok, je comprends. Non. Mais non, franchement c'est sympa. Moi j'ai un peu ce truc aussi où, par exemple, pendant un moment je lisais un tome de Dragon Ball par semaine. Tu vois là j'ai arrêté avec les vacances et tout, mais tu sais au moins je disais peu importe ce que je lis, faut que je lise cette semaine, faut que je lise ce tome de Dragon Ball. Peu importe ce qui se passe. Donc déjà, ça m'incitait, ça me forçait, entre guillemets, forcer. Hein. Il y a plus dur dans la vie, mais ça me forçait à avancer dans ma série, enfin dans ma lecture. Et voilà, là je vais essayer de m'imposer aussi ce rythme avec Lone Wolf and Cub. Parce que là, je les ai tous. J'ai lu que 2 tomes. Et donc là, je vais essayer une fois ou 2 fois, enfin, 1 ou 2 tomes par mois, de me lancer dans Lone Wolf and Cub. Enfin, de lire Lone Wolf and Cub pour avancer dans la série. Parce que sinon, comme ça, moi, t'es sûr d'avancer, quoi. C'est ça. Mais j'avoue que le chapitre hebdomadaire, enfin, le chapitre quotidien, pardon. Faut le faire sur des grosses séries, ça. Ouais, pour Lone Wolf and Cub, peut-être ça se tente, hein, parce que hop, si la petite avance, tu te rends pas compte. Je trouve ça. Ouais, c'est comme tu disais, c'est comme à la télé, là, quand t'attendais ton épisode. C'est un peu comme ça. Mais tu vois, je pensais à ça, mais par exemple, il y en a ce qu'ils font. Quand on parlait de trucs faut se souvenir de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que toute la série soit sortie pour les acheter d'un coup et bon, au détriment faut faire attention à esquiver les spoils et tout, mais et puis t'es pas en même temps que la lecture de tes potes qui sont en train de le lire, mais au moins tu lis d'une seule traite et c'est très bien. Il y en a, ils ont fait ça pour Land par exemple, qui sortait un tome par mois. Et là, c'est bon, le dernier tome est sorti, et puis c'est bon, on peut tous les acheter, tous les lire. C'est pratique. Je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir un manga, c'est comme ça. C'est vraiment le lire d'une traite et tout. Et pour Land, c'est un très bon exemple. Mais ce qui a fait que les gens ont pu faire ça, c'est que Land est sorti, c'est ça, sur une année. Mangetsu ont vraiment eu cette stratégie qui était vraiment très chouette de sortir un tome par mois. C'est beaucoup trop intéressant de faire ça, parce qu'au moins, sinon, ça aurait été quoi? Ça aurait été édité sur 3-4 ans. Là, on aurait eu le tome 5. Enfin, même pas, on aurait eu le tome 3, 4. Ouais, après, ils ont pu faire ça, c'est parce que c'est une série en 11 tomes. Tu peux pas faire ça sur une série mais sur tu regardes, 40 tomes. par exemple, Les Liens du Sang. Ouais. Par exemple, tu regardes Les Liens du Sang. C'est une série quoi en 4... Enfin, je sais plus. Ça doit être en 18 tomes, je pense, ou 19. Ça prend tellement de temps. Ouais. Et il y en a plein des séries comme ça. Tu te dis alors que genre l'atelier des sorciers, mais c'est un tome par an quoi, quasiment. Ouais. C'est infernal.
C'est un peu relou. Mais c'est ça, pour le plaisir de lecture, ceux qui arrivent à faire ça. Et je pense que ça va, Land, il faut y aller pour se le faire spoiler, tu vois. Je pense que tu peux vraiment attendre les 11 tomes et toutes lire d'une traite et tu vas vraiment kiffer parce que c'est le genre de manga qui, en plus, avec l'intrigue, avec la complexité du récit, si tu le lis tome par tome tous les 3-4 mois et tout, ça va être compliqué quoi, à suivre vraiment. Mais alors que si tu le lis d'une traite, ça va être vraiment une expérience très différente. Ouais. Est-ce que tu veux passer à ta deuxième question? Ouais. Mais tu vois, habituellement dans ta série de podcasts, on te pose des questions sur les mangas que tu as. Moi, je vais retourner un petit peu le truc, je vais poser une question sur les mangas que tu n'as pas. Ah. Et pourquoi tu ne les as pas, justement. Et là, en l'occurrence, j'ai remarqué que tu n'avais pas de light novel ou les mangas romans. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que selon toi, ça n'a pas sa place dans les rayons de manga? Ou juste parce que tu les as pas remplis dans Manga Collect, je sais pas. Non, ça n'a pas sa place. Vraiment, je veux pas de light novel. Je veux pas les voir. Ouais. Non, je rigole. Non, light novel, j'en ai un. Isekaigra du chef Otaku. Qui est somme toute très sympathique. Mais sinon, en fait, déjà, on lit beaucoup avec les mangas, c'est beaucoup de lecture. Si je dois me mettre à lire des livres, ça complexifie pas mal les choses. C'est ce que j'ai fait en 2024. J'ai lu peut-être 5, 6, 7 livres à côté du manga. Mais tu vois, par exemple, si je veux lire des romans, tout ça, je vais plus m'orienter vers des grands classiques ou plutôt des choses assez reconnues dans les romans, dans la littérature, parce que il y a énormément de choses à lire, énormément de choses à rattraper, que je vais plus m'orienter sur ça que sur des light novels où j'ai cette image peut-être qui est peut-être tronquée de romans un peu basiques avec des dialogues qui se lisent très rapidement, quelque chose de peut-être un peu trop je sais pas, un peu trop fast food, tu vois, dans l'esprit, tu sais, genre un truc qui se livre très rapidement et tout ça. C'est un peu cette idée que j'ai, alors que c'est possible que j'ai totalement faux, tu vois. Par exemple, Solo Leveling, à la base, c'est un light novel. Et je sais qu'il y a plein de mangas où, à la base, c'est des light novels et ça marche super bien, il y a beaucoup de gens qui les lisent. Mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Si je veux lire, je m'oriente plus sur des classiques. Toi, c'est quelque chose que tu lis souvent, des light novels ou pas? Non, mais non, j'en ai pas. Justement, je voulais savoir si t'avais un petit peu le même point de vue que moi, parce que moi, quand je te parle des light novels, des romans, c'est vraiment les mangas, et t'as un manga, t'as une série, j'en sais rien, par exemple My Hero Academia, et pour approfondir l'univers, eh ben, ils vont sortir des petits romans en lien avec le manga. Et je sais pas, en fait, si vraiment... Alors déjà, je les ai pas lus, donc peut-être que, oui, vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, ah si, c'est important, ça va approfondir des détails du manga, de la série, qui n'ont pas forcément été expliqués dans le manga, dans le format manga. Mais en vrai, comme tu l'as dit, c'est du temps accordé, parce que c'est plus long hein, de lire un livre, un roman ou un light novel qu'un manga. Et après, est-ce que ça a sa place dans les rayons manga? Bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais personnellement, je suis pas trop client. J'ai jamais été trop client, malgré le fait qu'on en parlait tout à l'heure avec les collectors, mais ils en foutent absolument partout. Des fois, tu veux acheter un collector, tu te foutent un roman à l'intérieur. Moi, ça me fait chier parce que je vais pas le lire, je vais le revendre. Voilà. En plus, c'est pas un produit inédit, donc ça n'a rien à faire dans un collector. Enfin bref. Donc non, je t'avoue, je suis pas trop client de ça, mais je comprends qu'il y en a certains que ça peut intéresser parce que t'as un apport à la série, t'as quelque chose qui peut apporter des éléments, des détails à une histoire. Mais puis le format, en vrai, ça va peut-être être un peu bateau ce que je veux dire. Moi, j'aime bien quand il y a des images. J'aime bien le format manga. Ouais, c'est ça. Les lecteurs de manga sont rarement des lecteurs aussi de romans, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose que tu lis souvent. Puis c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais il y a beaucoup de collecteurs où t'as ce fameux light novel à côté qui vient gonfler le prix. Et c'est un light novel que tu liras jamais, qui est des fois pas du tout intéressant et tout. Mais je sais pas. Ouais, c'est vrai que là, je rentre dans un sujet où, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de light novels sur Naruto. Est-ce que ça vient vraiment ajouter des détails qui sont hyper importants, ou est-ce que voilà, tu peux pas juste lire un résumé qui te donne les détails que tu as besoin, tu vois, parce que c'est pas non plus de la grande littérature, ça va pas être quelque chose qui est non plus complexe et tout. Oui, c'est ça. Après, oui, c'est sûr que je sais pas si c'est super bien écrit, mais si tu dois le comparer à un gros roman ou un truc comme ça, je suis
pas certain que Ouais. c'est comparable. Mais il y en a de plus en plus. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ils en font vraiment pour tout. Ils en ont fait pour One Piece, ils en font pour Promise Neverland. Tu l'as dit, pour Naruto, mais il y en a une pelletée. Bah, je pense aussi c'est un moyen, tu vois, les séries que tu as citées, c'est des grandes séries qui sont suivies. Oui. Et tu sais, je pense que juste avec le logo One Piece, ils vont vendre et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent et qui se disent, bon, bah, un jour je le lirai, mais peut-être ils le lisent pas. Enfin, je serais curieux de savoir, par exemple, pour ceux qui écoutent ce podcast, si vous lisez des light novels, est-ce qu'il y a des incontournables? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment chouettes à lire et tout? Tu vois, moi le plus récent que j'ai lu, c'était Isekai'ra. C'était assez intéressant, enfin, c'était assez drôle. Le light novel remplissait. Oui, parce que là, c'est une série, elle a jamais été faite en manga. Enfin, je veux dire, c'est un truc inédit. C'est une histoire finalement. C'est ça. C'est une histoire propre. Ce qui était agréable, c'est que c'était hyper rapide à lire, quoi. C'est un truc que tu peux lire en une soirée, quoi. Donc même si c'est un roman et tout, tu te dis, voilà, ça va prendre du temps versus d'autres trucs où je suis en train de lire ou qui prennent, beaucoup plus de temps. Mais ouais, non, les light novels, je serais curieux d'avoir l'avis des gens, et s'il y en a qui en lisent et qui en lisent souvent, s'ils n'ont pas une reco, genre par exemple une reco, un incontournable, je serais curieux de voir, et peut-être que je m'essayerai cette année. Mais moi, je pense quand même, il y en a beaucoup qui... Genre, tu sais, des parents ou des grands-parents qui connaissent pas grand-chose et qui ont vu la couverture d'un light novel et avec un manga genre My Hero dessus et qui l'ont eu à Noël. Tiens, je t'ai acheté un manga. C'est... Ils ouvrent. Mauvaise pareil, si j'ai envie de lire du My Hero Academia, j'ai envie qu'il y ait les beaux dessins de Horikoshi dedans, quoi. J'ai pas envie, j'ai pas envie de lire, quoi. Là, je suis d'accord. Je pense que le light novel, ça a son... Allez, vas-y, hot take. Je pense que le light novel, ça a son intérêt quand c'est pas un manga, enfin quand c'est pas adapté d'un manga, quand c'est tout simplement quelque chose de 100% original et que t'as pas un univers en tête. Je pense. Est-ce que j'ai tort? Certainement. À vous de le dire en commentaire si on a tort ou pas. Je peux te relancer avec la dernière question qui est assez intéressante, puisque là on va shifter un peu d'ambiance. Je vais prendre 13 nuits de vengeance dans ta mangatech qui est en 2 tomes chez Kana. Ah oui. Effectivement. Et pour aussi, et aussi, en fait, c'est pour parler tout simplement de manga d'horreur, parce que j'ai vu que tu as quand même pas mal de mangas d'horreur ou des Roguro dans ta mangatech. Et je voulais savoir, toi, à peu près, ton rapport avec le manga d'horreur. Qu'est-ce qui fait que toi, t'aimes bien un manga d'horreur plutôt qu'un autre et tout ça? Donc j'étais curieux d'avoir ton avis. D'ailleurs, je m'en souviens pas, mais je pense pas que t'aies énormément de Junji Ito non plus. T'en as quelques-uns. Mais je pense pas que... je les ai tous. Tu les as tous, ok, pardon. Voilà. Je les ai tous dans les dernières éditions de Delcourt et de Mangetsu, pas les anciennes. Ok, voilà. Ça appuie le fait que t'as beaucoup de mangas d'horreur. Après moi il y a quand même un gros manquant. Alors j'ai plus le nom de l'auteur. Il est décédé l'année dernière et je l'ai mis en objectif en 2025. Ouais. Faut que je découvre ça parce que il paraît que c'est des gros classiques. Mais sinon en dehors de ça, effectivement j'aime beaucoup ce style-là. C'est quelque chose qui est assez nouveau dans ma collection. En vrai, Junji Ito, il y a 4 ans, j'en avais aucun. Et j'ai découvert ça et je t'avoue que je suis complètement rentré dedans. J'adore. Alors pourtant, je suis pas forcément j'aurais très peu de films d'horreur ou de romans d'horreur ou des trucs comme ça. C'est pas trop mon délire, mais j'avoue que j'aime beaucoup le format de lecture de manga d'horreur. Alors, il y en a des très différents, comme tu l'as dit. Il y a du Junji Ito comme il y a du Kamimura ou du Maruo qui vraiment va plonger plus dans le côté assez sombre de l'humain. Plus dans le dérangeant, on va dire. Mais, je sais pas, c'est un peu de la curiosité morbide aussi qui joue. Même si des fois on a des trucs un petit peu plus chill dans l'horreur, comme ce qu'il a pu faire, j'ai plus le nom de l'auteur, mais La Dame de la Chambre Close, qui est très sympa. Mais c'est un style que j'aime. Tout particulièrement. Le dessin change, en plus j'ai été baigné dans les shonen, dans les gros neketsu, et je sais pas, c'est un truc qui change beaucoup. J'aime tout particulièrement. Tu lis aussi, je crois, des Junji Ito, je crois que tu les as. Hein. Ouais, je les ai quasiment. Je les ai quasiment tous, ouais. Ouais, je les ai tous. L'édition aussi, hein, il donne envie. Hein, quand tu vois ce que font Mangetsu, malgré je sais pas si on a le temps d'en parler, mais les prix et puis les doublons. Les doublons d'histoire dans les Junji Ito. Pour moi, c'est
c'est Ah pas bah, normal. C'est tout simplement pas normal quand t'achètes un manga d'avoir chez le même éditeur la même histoire et que c'est pas forcément prévenu en plus. non, je suis C'est totalement dommage. d'accord. Surtout que bah, moi, je l'ai découvert pendant la lecture et après, j'ai vu des tweets dessus. Mais j'étais aussi un peu étonné. En fait, tu commences un manga. Enfin, je commençais ma lecture et je me dis, mais attends, je l'ai déjà Ça me lu dit quelque quelque chose, part, ça. ça. Je l'ai déjà lu quelque part. Bah Et, oui. et après, bon, il se justifie sur le fait de oui, mais c'est édité comme ça et tout. Mais je me dis, bah, pourquoi l'avoir fait une intégrale? Enfin, tu sais, Bah, ça sert à rien. Et si c'est parce qu'ils ont fait pareil au Japon, on peut ouais, corriger la chose chez nous. Ou alors c'est vraiment une demande de l'éditeur japonais. Ah si, vous faites exactement comme nous. Mais du coup, on se retrouve avec des doublons, quoi. ouais. C'est stupide. Tu vois, bah, c'est Mm. pour Frankenstein qui est ma plus grosse déception, je pense, d'être Junji Ito aux éditions Ah Mangetsu. ouais? Ouais, bah, Ok. je suis passé un peu à côté, je t'avoue. Enfin, quand j'ai fini Ouais. le récit, j'étais en mode ok. Et après, tu tapes une histoire que t'as déjà lue quelque part à la fin. Oui. J'étais en Bon, mode. bah, super. Heureusement que c'était un service presse, tu Remboursez-moi. vois. Moi, je suis content. Les Mangetsu, je les reçois. Enfin, les Junji Ito, je les reçois. Donc, ça va, tu sais, je vais pas non plus me Ah oui, plaindre et tout. ouais. Mais j'aime bien me mettre aussi du côté de l'achat parce que bon, il y en a quelques-uns que j'ai acheté quand même. Je trouve ça vraiment très dommageable, quoi. Enfin, je trouve ça pas sympathique. Surtout Bah pour une ouais, puis en édition de plus, luxe quand comme ça, quoi. tu. Bah oui, en plus, c'est assez coûteux, même si, bon, honnêtement, je pense que ça vaut son prix, mais même, tu t'accordes quand même 15-20 € à une édition comme ça, c'est pas envie d'avoir un des doublons. Et du coup, est-ce que tu fais les Delcourt aussi? Les Delcourt Toncom, les Bah, Junjito? non, non, parce que Spiral, je l'avais déjà lu sur une édition anglaise. Avant que Junji Ito Ouais. réexplose un peu, je m'y étais intéressé avec les éditions anglaises parce qu'il y avait que ça. Et les éditions Delcourt Ouais. Tonkam de l'époque n'étaient pas trop trouvables. Donc le Spiral, je Oui. l'ai lu comme ça. Et je crois que j'ai que Gyo dans ma mangatech qui est de Delcourt Tonkam, que j'ai pas lu encore d'ailleurs. Mais par exemple, Ouais. je sais qu'il y a Remina, qui est une des meilleures histoires de Junji Ito. Remina, c'est C'est Delcourt. 100%. c'est Delcourt? Ah, Ouais, ok. 100%. Ouais. Et C'est tu mon vois, préféré. bah c'est ça, je sais que pour beaucoup de gens, c'est leur favori. Et donc, je suis partagé sur le fait de est-ce que je l'achète ou pas. Mais je pense que je vais l'acheter parce que ouais, il revient trop dans les classiques de Junji Ito et ça a l'air trop, trop bien. Ouais. Mais sinon, non, je fais plus les Junji Ito Mangetsu parce que je trouve l'édition très très belle. Ouais. Contrairement au Delcourt Tonkam, qui je trouve, C'est... franchement, t'as des Voilà. couvertures. Il y a une Surtout couverture. le dernier, la elle est déchéance verte. d'un homme. Exactement. Oh là là. Déjà, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti en format classique avant, alors qu'ils avaient déjà ce format, parce que La déchéance Ouais. d'un homme est sorti en 3 tomes aussi, En 3 tomes. moyen, avec une couverture très belle, brillante et tout. Mais alors que d'un côté, ils sortaient déjà des intégrales. Pourquoi ils n'ont pas fait l'intégrale d'abord? Je sais pas, c'est peut-être des contrats éditoriaux ou quoi. Mais c'est vrai que quand je vois l'état de la couverture, je suis désolé. Tu vois, alors surtout quand t'as un mangetsu à côté qui a vraiment des couvertures travaillées, qui va chercher des fois des dessins originaux de l'auteur, enfin original de l'auteur avec Soichi, on lui demande de faire une couverture spéciale. T'as aussi le lettrage, il est magnifique, enfin le logo, des trucs, c'est très travaillé. Et d'un côté, tu sors ça, je suis en mode, vas-y, vous avez de l'or dans les mains avec Spiral, Remina et tout. Oui. Dommage. Bah, surtout qu'il y avait déjà trois couvertures de dispo pour ce manga. Il suffisait de choisir. Ouais, enfin bon, après, chacun ses goûts. Mais là, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est mauvais. Quoi. Oh, ouais, si, je suis quand même d'accord. Je pense qu'il y a un dislike sur cet avis, c'est quelqu'un qui travaille chez Delcourt. Ouais. C'est dommage parce qu'en plus, le manga est vraiment bon. Enfin, là, je le présente d'ailleurs bientôt sur la chaîne, mais l'histoire est vraiment pas mal. Hein. C'est dommage parce que ça met pas en valeur le titre. Quoi. Ouais. C'est le but d'une couverture, quoi. Tu le vois en magasin, ça doit donner envie. Et ça là, déclenche l'achat de beaucoup de personnes. Hein. Surtout en plus dans l'horreur, je trouve que dans l'horreur, le travail du graphique est ultra important, que ce soit dans la couverture, mais aussi dans les dessins. C'est ultra important, quoi. C'est pour que tu t'immerges dans le récit. Et c'est ça qui est bien avec les Junji Ito, c'est souvent tu as cette ambiance pesante et tout. Tu sais, quand tu lis Spiral, tu as une ambiance avec les dessins et tout. Et donc, quand tu as aussi le produit autour, la couverture, la qualité d'édition, ça rend aussi cette lecture un peu plus spéciale, tu vois. Et on le citait tout à l'heure, Oumez, les éditions, les ardoirs, elles sont quand même spéciales, tu sais, avec ce dos en rouge et blanc là. Tu sais, donc t'as vraiment ce côté aussi assez intéressant. Et c'est vrai que
Moi, je trouve que les éditions, en tout cas pour les mangas d'horreur, l'édition est ultra importante. Enfin, ce travail autour de l'édition est ultra important. Et, Ouais, ça. et moi, un peu comme toi, les Oumez, j'ai découvert, je me suis vu lancer un peu avant son décès. J'avais lu La main gauche de Dieu, La main droite du diable, ou le contraire, là, c'est un nom assez difficile à retenir. Mais, et j'avais énormément aimé, j'avais aussi beaucoup aimé L'école emportée. Et, oui. et c'est assez différent de ce que je peux lire, même si Junji Ito s'en rapproche quand même pas mal du style. C'est normal, il s'est beaucoup inspiré. Mais c'est vrai que c'est un auteur où il y a beaucoup à découvrir, quoi. Et je sens que là, on va en bouffer des éditions. Oui. Il y a énormément. Déjà, quand tu vois la carrière monstrueuse qu'il a eue, tu te dis, putain, il y a beaucoup à rattraper finalement. Je me suis mis comme objectif minimum 3 tomes de l'auteur. Je pense que là, j'ai largement le choix avec tout ce qu'il propose. Ouais. En tout cas, L'école emportée. Ouais, c'est bien. Puis La main gauche de Dieu et La main droite du diable, c'est pas mal aussi. J'aurais jamais entendu parler de ça. C'est une série qui est sortie l'année dernière. Okay. Justement. C'est assez récent. Il y a le tome 2 qui est sorti récemment et je crois que ce sera en 3 tomes. Donc il y a plein de classiques et ça c'est aussi agréable quand tu... En tout cas, je pense que tu as à peu près cette même envie que moi là de redécouvrir des classiques, de revenir un peu en arrière, de relire des choses et de comprendre aussi pourquoi ça a été des classiques et tout, de remettre un peu dans la période. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de lectures. Donc tu peux vraiment... t'immerger pleinement. Il y a beaucoup de propositions aussi éditées. Tu vois, par exemple, là, cette année, moi, j'aimerais me mettre à fond sur Tezuka. Et quand je vois tout ce qui est proposé chez Delcourt, par exemple, là, j'ai l'embarras du choix. C'est très cool d'avoir énormément de choix édités. Ouais, et en plus, c'est de plus en plus accessible. Je sais que les Delcourt Tonkam, ils sont accessibles sur Manga.io. Donc voilà, si à un moment vous voulez vous lire des Tezuka sans trop casser la tirelire, parce que c'est vrai que c'est des grosses éditions qui peuvent coûter cher. Oui, c'est un coût, ouais. Si t'aimes pas le manga, ça peut être un peu... Voilà. Je pense que se lancer sur... tu payes un abonnement de Manga.io, il y a un lien en description qui est affilié, vous gagnez 15 semaines de plus de lecture gratuite, vous pouvez y aller, et vous avez la plupart des Delcourt Tonkam, quoi. Donc tu peux te lancer à moindre coût. Vous prenez un mois d'abonnement, vous les lisez plus et au moins vous donnez une idée. Et d'ailleurs dans ta vidéo Objectif 2025, tu savais pas trop par quoi commencer. Moi je te conseille vraiment Demain les oiseaux, qui est un one shot. Ok. Et qui est moi pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup de Tezuka, j'ai commencé avec Dororo. Et c'était cool sans plus. Par contre Demain les oiseaux, j'ai trouvé ça trop intéressant. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour s'y lancer, contrairement à Phoenix où je me lancerais dedans probablement, mais bon, ça fait beaucoup de tomes, quoi. On en revient au sujet de juste avant, faut accorder du temps, quoi. Ouais, surtout que les Tezuka, et ça tombe bien que tu parles de Dororo, parce que du coup ce sera le premier Tezuka, donc du coup ton conseil sera le numéro 2 après. Non mais Dororo c'est aussi bien, mais je trouve que Demain les oiseaux m'a beaucoup plus marqué. Mais Dororo aussi très, très cool, et ça a inspiré beaucoup de mangas tels Berserk. Donc voilà, je trouve que même pour le côté historique et tout, vachement intéressant. Ok. Et donc, manga d'horreur, si t'en avais un à conseiller, si t'avais au moins un auteur qui t'a pas mal marqué. En fait, ça dépend, parce que manga d'horreur, tu peux avoir des trucs que je sais qu'il y a des gens, ils vont pas du tout adhérer. Genre, par exemple, moi j'aime bien lire du Marou, mais c'est vraiment trop sombre pour. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'accepteraient pas. Il y a même des sujets qui sont limite. Enfin, il y a des fois, je suis là en mode, mais c'est possible d'éditer ça en France? Ça va trop loin. Des fois, c'est très border. Hein. Ça parle de. Enfin, je vais pas citer les sujets parce que j'ai pas envie de faire strike ta vidéo non plus. Mais non, ça va très loin des fois. Donc, en vrai, je conseillerais Marou pour ceux qui veulent vraiment de l'horreur poussée au max. Mais sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, attends, parce que j'aime pas ne pas avoir les noms. Mais sinon, je parlais de la dame de la chambre de la chambre close tout à l'heure de Mochizuki. Okay. Ça, je pense que c'est adressé vraiment à tout le monde. Moi, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à ces espèces de threads d'horreur. C'est les trucs qu'on a sur Internet. Ouais. Et ça, vraiment, je vous le conseille à fond. C'est très, très bien. Et c'est une très bonne porte d'entrée pour le genre horreur un petit peu stressant, tu vois, les récits comme ça. Je veux bien que tu le montres parce que je vois pas du tout à quoi il ressemble le manga. Voilà, ça, il a été édité, il a été réédité il y a 2 ans, je crois. Oui. Chez Glénat. Quelque chose. Et non, c'est un one shot, hein. C'est court à lire, ça. Tu le lis en 2 heures et franchement, c'est très sympa.
très très sympa. En plus, c'est du Mochizuki, donc le dessin est vraiment pas mal. Voilà. Ah bah tu sais quoi, je vais m'y intéresser parce que je connais pas du tout et j'aime pas mal les mangas d'horreur. Dernièrement, moi, ce qui m'a marqué, c'était PTSD Radio, qui est sorti chez Mangetsu. Ça me dit quelque Décidément, chose. on parle pas mal de Mangetsu. Mais le tome 1 m'a quand même pas mal marqué parce que c'était une horreur différente de ce que j'avais l'habitude de lire. Ouais. Ouais, vraiment. Et après aussi, bon, bah, le curseur de l'horreur, c'est vrai que tu peux aller vraiment dans du très intense avec Maruo. Mais c'est large, hein, l'horreur. Ouais, c'est ça. Par exemple, de tout, hein. Gannibal, bah, c'est un manga d'horreur pour moi, tu vois. C'est moins peut-être trailer horrifique, mais pour moi, certains vont le voir vraiment comme un manga d'horreur et qui est vachement bien d'ailleurs. Et voilà. Donc, moi, je vais suivre ton conseil là de lecture, ça m'a l'air pas mal intéressant. Puis je vais continuer aussi sur du Umez, voilà, découvrir un peu cet auteur qui est le vrai dieu de l'horreur, quoi, qui a une figure marquante. Et en plus, ça me permet aussi de lire du shoujo parce que souvent les mangas d'horreur c'est très lié au shoujo. Oui, c'est vrai. Ouais. Tomie, c'est un shoujo, hein, techniquement. Ouais. Et je me souviens que j'avais, du coup, petite question dans la question, je me souviens qu'il y avait dans ta collection, tu avais les Gutanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Est-ce que toi, tu le mets en catégorie horreur, un petit peu, ce genre de récit de manga? Ouais, je pense. Ça peut en faire partie. Hein. Franchement, pour moi, c'est horrifique. Hein. C'est du... Ouais, pour moi, c'est complètement de l'horrifique. Après, je suis un mauvais élève, j'ai pas lu beaucoup de Gutanabe, j'en ai beaucoup acheté. Non plus, hein, t'inquiète pas. Mais il faut que je me remette à jour. T'as été séduit par l'édition en simili-cuir. Exact. Vraiment, ils sont jolis. Hein. Je trouve ça trop beau et j'aime bien les dessins. Mais là, il faut que je m'y remette. Dans mes objectifs de lecture cachés de 2025, il y a beaucoup de tomes que j'ai achetés qu'il faut que je lise, dont les Gutanabe. Mais ouais, ils sont très bons. Ils sont souvent critiqués. J'en vois souvent et ils me disent non, c'est pas du manga pour moi. Franchement, moi, j'ai toujours été séduit par les Gutanabe. Hein. Puis c'est parce que c'est ça. Marquant. Le style visuel est tellement différent de d'habitude que ça peut déranger certains. Mais moi, en fait, pour avoir lu du Lovecraft, enfin, essayer de lire du Lovecraft, je suis content qu'il y ait des mangas parce que la lecture de Lovecraft, elle est quand même très compliquée. C'est vraiment... je trouvais le style très lourd. Et donc, je suis content de découvrir les œuvres de l'auteur à travers à travers le manga, quoi. Et je viens de penser à un autre, je sais pas si on peut l'accorder dans les horreurs, mais que j'avais adoré à l'époque, c'est La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes qui est le la version manga du roman, et c'est une trilogie, du coup c'est en trois tomes, c'est en rigide en plus, l'édition est super belle. Et la lecture, c'est fascinant, quoi. J'ai été absorbé par le truc, c'est trop bien. C'est marrant parce que il est dans ma pile à lire, tu sais, je l'ai juste au-dessus de moi, là, c'est ma pile à lire des romans. Oui. Ouais. Et j'ai le roman à lire, moi, il faut que je lise. Bah voilà. Donc, si t'as aimé, voilà, sache qu'il y a le manga, du coup. Ouais, je l'avais vu, et l'édition, elle a l'air pas mal. Ouais, elle est propre, elle est très belle, de chez Kiyun. Ah, Kiyun, ils éditent quand même des belles choses. Puis, d'ailleurs, je suis curieux pour les auditeurs qui nous écoutent, que ça soit sur YouTube ou même sur les plateformes de podcast, sur Spotify et Apple Podcast, plus précisément. Est-ce que vous, il y a un manga d'horreur que vous conseillez, qui est un peu niche et tout? Quel est votre rapport avec l'horreur? Je serais curieux de le savoir. Et si vous avez des petites recos aussi, je suis preneur, même si ma pile à lire, elle est un petit peu trop, un peu trop grande pour prendre des recos. Mais voilà, si vous vendez bien, souvent, je le note. Ça, c'est risqué, ça, à chaque fois. Moi aussi, des fois, je dis, si vous avez des recos, bon, pas trop quand même, hein. des petites recos, des one-shots. Des bonnes recos, s'il vous plaît. Juste oui, surtout. Je te propose de terminer avec ta dernière question. Allez, je suis curieux. La dernière question. C'est toujours bien, franchement, à chaque fois, je suis toujours curieux de savoir ce que les invités ont choisi. Pour l'instant, franchement, tes questions, elles sont plutôt intéressantes. J'aime beaucoup. Merci. Et du coup, ça va être un petit peu sur le même thème que la question précédente. C'est sur quelque chose que tu n'as pas dans ta collection. J'ai cru comprendre que tu étais un joueur jeu vidéo. Un petit peu, oui. Ouais. Mais du coup, malgré ça, j'ai vu qu'il n'y a aucun manga tiré d'une œuvre de jeu vidéo dans ta collection. D'où ma question. Est-ce que selon toi, le jeu vidéo et le manga doivent être deux supports qui sont pas mélangeables? Et attends. Ou alors c'est juste que les mangas de jeux vidéo ne t'intéressent absolument pas. Donc les mangas de jeux vidéo, j'entends par là tout ce qui est Dragon Quest, Zelda, Pokémon, etc.
Bah, j'ai essayé l'année dernière avec Dark Souls. Oui, j'ai vu que tu avais Dark Souls dans ta collection, exact. Rédemption, éclaté au sol le manga. Enfin, un peu de respect. Allez, un peu de respect. Le manga n'est pas à mon goût. Voilà. Genre vraiment, j'ai pas trop aimé ma lecture et ça m'a pas apporté grand chose. Parce que je suis plutôt fan de l'univers Dark Souls. Enfin, même Elden Ring et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Sans être non plus un expert, quoi. Mais voilà, j'aime bien. Je regardais des vidéos de lore. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Donc je me suis dit, vas-y, manga. Moi, je suis fan de manga, je suis fan de Dark Souls. Je vais me lancer dedans. Mais j'ai pas trop aimé. Et pareil, par exemple, pour des mangas comme Pokémon, j'ai vu que tu avais aussi Zelda. T'en avais pas mal. Je sais pas, ça m'a jamais trop intéressé parce que j'ai l'impression que c'est plus des produits dérivés que une vraie œuvre. J'ai plus l'impression qu'on est là pour surfer sur quelque chose. Mais par exemple, Dragon Quest, la quête de Dai, je sais que c'est un très bon manga qui est pas un produit dérivé, qui est très bien. Et je la lirai probablement quand toute la série sera finie et quand j'aurai du temps de lecture. Mais voilà, en fait, c'est ça. Moi, plus l'image que j'ai dans la tête, c'est vraiment ça. C'est des produits dérivés. Donc ouais. Je pense que c'est complètement ça. T'as complètement touché là. En fait, c'est exactement ça. T'as pris du coup l'exemple de Zelda. Les Zelda, je crois que t'as un tome, enfin l'équivalent d'un tome pour chaque opus des jeux vidéo. Et du coup, ils retracent à peu près l'histoire du jeu vidéo. Du coup, ça apporte pas grand chose. Finalement, tu vas pas découvrir grand chose. Là où Dragon Quest, c'est vraiment une grande histoire avec une nouvelle histoire. Et c'est deux lectures qui sont complètement différentes. Et je comprends qu'en fait, ça t'attire pas plus que ça, en vérité. Ouais, non, c'est ça. Moi, je le vois vraiment, ça, c'est comme un produit voilà, qui est là pour vendre. Et tu vois, quand tu mets le logo Dark Souls sur un manga, bon, tu vas t'attirer un public. Voilà, c'est ça qui, forcément, serait pas intéressé si ton manga, c'était juste écrit Rédemption, par exemple. Donc, mais après, je pense qu'il y a des exceptions, hein. Je suis pas totalement fermé. C'est comme, tu sais, quand tu fais une adaptation de jeu vidéo en série TV ou en film, des fois, il y a des trucs où ça se passe bien avec, par exemple, Fallout ou qu'est-ce qu'il y a d'autre qui avait bien marché en série ou en film. C'est rare, hein, tu vois, par exemple, un Borderlands. Arcane, voilà, un super exemple, excellent. Cyberpunk 2077. Tu vois, il peut y avoir des produits dérivés d'une œuvre jeu vidéo qui sont bien. Mais c'est vrai que dans le manga en général, j'ai pas vraiment quelque chose qui me vient en tête où je suis en mode. Après, peut-être je passe à côté de quelque chose et c'est possible que j'oublie des éléments, mais moi, c'est comme ça que en fait, je pense que c'est deux formats qui sont différents. Je pense que c'est plus simple de transformer par exemple un jeu vidéo en série que un jeu vidéo en manga parce que bon, le format est complètement différent, c'est trop différent. Tu vas prendre moins de plaisir à lire une histoire dans un manga à travers un jeu vidéo où t'as la possibilité multiple de faire un petit peu ce que tu veux. Là, on va suivre un rail et c'est complètement différent. Et de toute façon, en règle générale, alors pas tous, hein, mais les mangas de jeux vidéo, c'est pas agréable à lire. C'est lent, le rythme est désastreux, le découpage souvent. Je sais pas, en général, c'est pas fait par des gros noms du manga. Et ça se ressent souvent. Par exemple, les mangas Zelda, ils sont pas agréables à lire. Je les ai achetés parce que j'aime le Zelda, mais c'est tout. Ouais. Et que les éditions sont magnifiques. Ouais. Mais ouais. En fait, c'est. Et c'est vrai quoi. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au comment ça s'appelle au manga par exemple de KFC ou manga des produits laitiers. Ah, ça c'est un autre sujet, mais c'est intéressant aussi. C'est un autre sujet, mais c'est un peu voir le manga comme un produit marketing, produit dérivé et pas comme une œuvre unique. Et j'ai l'impression que dans les jeux vidéo, c'est un peu ça aussi, des fois. Genre, tu le vois parce que voilà, Zelda, c'est Zelda, donc ça va vendre. Ouais. Mais par contre, ça aurait en tout cas pour Dark Souls et pour Elden Ring, vu que c'est un jeu vidéo, je sais pas si tu as déjà joué ou si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu. Non, c'est deux titres que j'ai jamais joué. C'est un jeu vidéo où l'histoire, elle est vraiment pas du tout racontée, quoi. Et donc là... Ah ouais, du coup, en fait, t'as un univers... Et ils ont fait une histoire avec le manga, avec cet univers-là. Du coup, c'est plus pratique. Même pas, parce que en fait, quand tu lis Dark Souls, le manga, c'est une histoire complètement à part. Même s'il y a des éléments qui rappellent le jeu vidéo. Ouais. Mais je trouve, en fait, c'est là où j'étais un petit peu déçu, parce que je me dis, dans Dark Souls, t'as une histoire quand tu joues le jeu, mais
elle est très dure à suivre. La plupart des gens, quand ils bâtissent le lore de Dark Souls, ils le bâtissent en lisant toutes les descriptions d'objets, en faisant des rapprochements par-ci par-là et tout ça. C'est très compliqué. Genre, si t'as pas de vidéo pour t'expliquer l'histoire de Dark Souls, il y a grande chance que tu comprennes rien. Et je me suis dit, bon, bah, avec un manga, tu peux retracer toute l'histoire, ou plus ou moins retracer une partie de l'histoire, et ça peut être vachement intéressant de faire ça, plutôt que faire quelque chose qui est complètement à part, quoi. Et donc, ouais, je pense que c'était une occasion manquée aussi à ce niveau-là. Mais non, ouais, c'est... Je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a déçu à ce niveau-là. Ah ouais, c'était pas l'attente que tu avais. Au-delà de l'attente, tu sais, si encore la proposition, elle était intéressante, mais je trouve que l'histoire, déjà le tome, tu le lis en 15 minutes, tu vois, genre t'as pas beaucoup de texte. Les dessins sont beaux, oui, mais en termes de lecture, ça se lit trop rapidement et t'apprends pas vraiment plus sur l'univers. Enfin, c'est produit dérivé, encore une fois. C'est comme ça que je le vois. Même s'il y a des exceptions avec la quête de Dai de Dragon Quest qui apparemment pour beaucoup est un grand classique, donc ouais, c'est très très bon, c'est très très bien Dragon Quest justement. J'essaie de trouver d'autres exemples, tu vois, je pense par exemple au Monster Hunter par exemple. Ils ont fait énormément, ils ont fait plusieurs séries Monster Hunter qui sont intéressantes, mais en vrai ça reste ultra bateau quoi. Je crois que c'était l'auteur de Fairy Tail qui avait eu une des histoires et c'est pas intéressant, c'est pas plus intéressant que ça. Je pense que c'est vraiment adressé pour les fans du jeu vidéo avant tout quand même. Pour peut-être les attirer vers un format manga et puis derrière proposer d'autres séries. Bah après avoir, encore une fois, là, ceux qui nous écoutent, si vous avez, vous, des exemples de mangas adaptés d'un jeu vidéo qui sont des incontournables, je serais curieux d'en voir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête, à part ceux qu'on a cités. Il y a peut-être Pokémon aussi. Ouais. Bah, Yu-Gi-Oh! À la base, c'est un manga. Donc ça rentre pas dedans, mais ouais, Pokémon peut-être. Mais ça, c'est l'inverse, ouais. Pokémon, j'ai pas du tout accroché. Vraiment, les mangas. Je suis un gros fan des jeux, mais alors les mangas. En fait, si tu veux, les Pokémon, je sais pas si t'en as déjà lu. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu adressé aux enfants. Alors, j'ai dit un petit peu parce qu'on m'a repris une fois, on m'a dit oh, ça traite des sujets quand même, des fois. Enfin, bref. Mais le truc, c'est que Pokémon, en fait, ça suit l'histoire des jeux, mais ça s'en dérive un petit peu. Il y a un petit peu plus de liberté. Mais à lire, c'est une purge. Il faut dire ce qui est. C'est pas agréable. J'ai eu trop du mal à finir rien que les 3 premiers tomes, là, les gros tomes. Malgré mon amour pour la série, enfin pour le jeu vidéo, non, c'est juste pas possible. Comme tu l'as dit, souvent c'est des artistes qui sont mandatés pour faire ça, donc c'est pas forcément des artistes qui veulent faire ça à la base, qui veulent faire cette histoire. Et c'est produit dérivé, quoi. C'est vraiment, c'est pas une œuvre. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, et c'est pas. À partir du moment où l'auteur, le scénariste, le mangaka sont pas, je sais pas, portés par leur envie et que c'est vraiment un manga sur commande, j'ai l'impression que la plupart du temps, ça se plante, quoi, quand tu fais ça. Et... Comme les fameux mangas qui disaient tout à l'heure. Genre le truc KFC, c'est ça. Mukai, Ça, c'est vraiment des mangas de commande et. Est-ce que ça se vend bien, hein? Mukai tome 2 c'est sorti, j'ai pas trop entendu parler. Mais en fait, je sais même pas à qui c'est adressé ce genre de truc là. Genre, il y a des fans de KFC, enfin, je sais même pas pour qui c'est. Je pense que c'est vraiment une action marketing, tu vois, pour KFC, c'est vraiment regardez, on a sorti un manga, regardez, on vous comprend, on comprend vos codes, vous lisez des mangas, bah tenez, vous pouvez lire aussi un manga KFC et lancez-vous. Mais pour moi, ça va s'arrêter très vite parce que c'est des fours complets, quoi. C'est des trucs qui sortent, même si tu mets des influenceurs, des énormes influenceurs derrière et tout, ça se vend pas du tout, quoi. Ça se vend pas du tout, les gens sont... Ouais, parce que je crois qu'il y avait eu, je sais plus si c'était Mukai ou le truc de KFC, mais je crois qu'il y avait eu genre Inoxtag, Rebeu d'éther et tout dans le manga. C'était Mukai justement, où il y avait des dédicaces organisées à la FNAC avec Rebeu d'éther et Inoxtag. Mais le manga c'est pas plus vendu que ça, et là le tome 2 est sorti dans la plus grande indifférence parce que je pense qu'il l'avait commandé et qu'il devait le sortir. Je savais même pas qu'il y avait un tome. Non, mais c'est ça, c'est sorti dans la plus grosse indifférence. Bah tiens, on va regarder combien de gens ont ajouté sur Manga Collect. Donc Manga Collect, c'est une application qui te permet d'enregistrer les mangas que tu achètes et tout, donc toute la population
qui est fan de manga n'a pas forcément Manga Collect, mais ça donne en principe une bonne idée du nombre. Je sais plus si c'est toi qui avais relevé ça sur Manga Collect, qu'il n'y avait pas énormément de gens qui avaient mis le manga de Inox Tag, alors que pourtant c'est une des plus grosses réussites et ventes de démarrage en France. J'ai plus les chiffres en tête, mais oui, je l'avais mis sur Twitter. Et ce qui reflétait finalement pas mal le fait que les gens qui ont acheté Instinct sont pas forcément de base des gros acheteurs de manga, quoi. Des gros lecteurs de manga. Est-ce que tu veux parier sur le nombre de personnes qui ont ajouté le tome 2 de Mukai? En vrai, je sais pas. Je pense que ça doit être genre moins de 100. T'es en plein dedans. C'est 80. Versus le tome 1, c'était 468. Ce qui est pas beaucoup déjà. Ouais. Purée, ouais. Mais je savais même pas qu'il y avait un tome. C'est ça, il est sorti dans la plus grande indifférence. Ils ont pas fait de communication autour parce que la sortie du premier tome était un four, donc non, c'est voilà. Et puis derrière, tu l'as un peu expliqué, mais pour moi c'est quand même assez bancal. Genre, pourquoi faire ça? Ça fait pas forcément de la pub pour KFC, à moins qu'il y ait une espèce de comment on appelle ça, genre dans le manga on t'incite à manger du poulet ou je ne sais quoi, je sais pas exactement ce que ça raconte, mais tu veux que je te dise, c'est assez simple, c'est que ces entreprises, ces grosses entreprises, elles ont des objectifs de communication, communiquer une idée, communiquer quelque chose. Après vient comment on communique cette idée. Il y a un petit brainstorm, ok, donc on veut la communiquer sur la population entre 15 et 25 ans. Qu'est-ce que les 15 et 25 ans consomment? Des séries, des trucs, des mangas. Ah bah tiens, un manga, ça peut être une bonne idée. Combien ça coûte de faire un manga? Ok, ça coûte tant, on a tant de budget. Bon bah let's go, vas-y, on fait ça. On va mettre du Inox Tag. On attend Noël. Truc, ça va marcher. Sauf que, le problème, c'est qu'avec les mangas, l'œuvre, la lecture, le manga, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas une affiche publicitaire. Donc, je viens d'avoir un exemple. On m'a offert ça. One Piece, c'est quoi? C'est One Piece, mais tu sais, de. Comment s'appelle la boisson là. Oasis. Bon, je l'ai pas encore lu, je suis désolé à celui qui me l'a offert. Je t'avoue, je suis pas trop attiré. Je te comprends. Et voilà, on surfe sur des choses et. Je sais pas. En tout cas, moi, voir le manga comme un objet marketing, pour moi, c'est contre-intuitif. Le manga, c'est un objet culturel qui communique des choses, qui véhicule des valeurs. Et donc, Ouais, mais après, tu vois, on en revient un peu sur le sujet des influenceurs qui sortent du manga. Après, si ça peut s'adresser à un public qui d'habitude ne lit pas de manga, et que ça peut derrière, on leur donne un petit peu l'hameçon de dire tiens, regarde, il y a un manga sur, j'en sais rien, sur Oasis ou sur KFC. Hop, il va lire ça, il va se dire bon, c'est sympa, mais pourquoi pas lire d'autres mangas? Tu vois, ça peut être une porte d'entrée qui n'est pas forcément la meilleure, mais ça peut quand même être une porte d'entrée vers le format de manga, et puis derrière, ils vont se rendre compte qu'il y a des mangas qui sont 100 fois mieux. C'est pour ça que moi, j'apprécie pas spécialement qu'on crache sur le manga Instinct de façon gratuite. Tu vois, oui, bon, moi, j'ai pas trop aimé. Je sais pas si tu l'as lu, toi, le manga? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est bien, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus un manga incroyable, qui a des belles idées, qui a des beaux dessins. C'est pas du tout dans la catégorie des produits marketing comme on citait avant, Mukai ou le manga de KFC là. Oui, c'est différent quand même. Parce qu'il y a Mais il a attiré quand même beaucoup de gens qui lisaient pas forcément des mangas. Moi j'ai vu dans mes vidéos quand j'en ai traité, il y a beaucoup de gens qui disaient c'était mon premier manga et tout. Et donc ça c'est très cool parce que ça va peut-être inciter les gens à découvrir d'autres choses. Le problème, c'est que ils vont peut-être s'orienter sur du One Piece, sur du Naruto, qui est, faut se le dire, pas forcément les meilleures portes d'entrée actuelles pour se lancer dans le manga, pour plein de raisons, comme on l'a cité tout au long de l'épisode, sur le fait que One Piece, c'est plus de 100 tomes, c'est long à rattraper, c'est cher à rattraper. Mais voilà, au moins, qui sait, si ça se trouve, il y a 1000 personnes là qui sont en train de découvrir d'autres mangas que Instinct, qui lisaient pas manga, et c'est trop bien, tu vois. Et donc moi c'est pour ça que je suis très content que ça existe. C'est que du plus. Je suis très content que ça ait bien fonctionné parce que derrière il y a des auteurs et des dessinateurs qui sont bien rémunérés, qui vont être bien rémunérés pour faire la suite. Ça c'est trop chouette dans une industrie où en France c'est quand même difficile d'en vivre. Donc non, moi je trouve que c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt chouette. C'est sûr qu'il y a des mangas français que j'aime beaucoup plus et qui devraient mériter plus de lumière. Par exemple, Run to Even. Je voulais y revenir. Mais tu sais, le marché est comme ça et tu peux pas choisir non plus les choses. Et c'est normal quand tu vois la communauté d'Inox Tag. J'avais calculé
le taux de conversion, je l'ai plus en tête et tout, mais le taux de conversion était assez classique, ça devait être un peu moins de 5%. Donc de gens qui avaient regardé sa vidéo, qui avaient acheté le manga, ce qui est un taux de conversion assez classique en marketing. Et donc le succès est assez cohérent avec le marché, quoi. Ah oui, c'était à prévoir. Mais du coup, tant mieux. En vrai, c'est que du bonus. Le seul point un petit peu négatif que je peux dire, c'est par rapport, comme tu l'as dit, aux auteurs qui ont du mal à montrer, les auteurs français qui ont du mal à se faire connaître. Parce que c'est le marché qui veut ça. On va favoriser des titres on est sûr que ça va se vendre parce que c'est supporté par un influenceur, etc. Mais à part ça, en vrai, c'est trop bien, quoi. S'il y a autant de personnes qui ont découvert les mangas grâce à ça, tant mieux. C'est mieux pour le marché du manga en France. Ouais, ça a dû attirer aussi des gens en librairie, ce qui est vachement intéressant, même s'ils ont fait une offre où tu commandes en ligne et tout. Mais ouais, si ça a attiré des gens en librairie, ce qui est une chose vraiment essentielle aujourd'hui, c'est chouette, quoi. Bon, on est arrivé avec nos 3 questions chacun. Je trouve qu'on a traité pas mal de choses. J'ai bien aimé ton esquive de choisir des mangas que je n'ai pas dans ma mangatech. Je crois il me semble que Authentique l'avait fait une fois. L'épisode avec Authentique, je crois que c'était il avait déjà fait cette entourloupe. Et du coup, depuis le temps, tu l'as acheté le manga qui t'a dit que t'avais pas au final ? Je vais pas te mentir, j'ai oublié. Je sais même pas si c'est authentique. Ça se trouve, c'est pas authentique. Dans ce cas-là, je m'en veux si c'est une autre personne. Moi, alors, je crois me souvenir que Mademoiselle Soso t'avait demandé pourquoi t'avais pas de shoujo dans ta mangatech. C'est vrai, aussi, effectivement. D'ailleurs, j'ai essayé de tenir et j'ai essayé de découvrir d'autres choses, notamment avec le vendeur du magasin de vélo. Alors attention, parce que moi j'ai osé dire que c'était un shoujo et que c'était un petit peu un josei, et on m'a dit non, c'est pas un josei. Alors je sais plus ce qu'on m'a dit. En fait, c'est ça qui est. Non, mais moi je le considère comme un josei. Après, bon, chacun considère les mangas un petit peu comme on veut. Attention. Je comprends. Mais non, mais pour moi c'est complètement ça. C'est dans cet esprit-là. Mais en tout cas, c'était trop cool parce que je trouvais qu'on avait en tout 6 questions qui étaient sur des sujets complètement différents. C'est ça, le manga actuellement, que ce soit dans l'édition, dans la collection, dans la lecture, il y a tellement de sujets à traiter. Donc c'est pour ça que je suis content de faire ce genre d'épisode et avoir des points de vue différents aussi sur des sujets. Et je trouve qu'on se rejoint quand même pas mal sur les sujets. Mais en même temps, quand on regarde nos mangatech, il y a pas mal de titres qu'on a, même tu vois, le vendeur du magasin de vélo, c'est pas quelque chose que tu retrouveras partout. Et tu vois, il y a plein de mangas comme ça aussi, on ne retrouve pas partout. J'ai pas d'autres exemples là en tête là, mais je m'étais fait la réflexion quand je regardais ta mangatech, qui est encore une fois en description si vous voulez la voir, tout comme la chaîne de Cantibus, qui sera en description. On se rejoint quand même pas mal sur certains points, sur certaines lectures. Ouais, je trouve qu'on a à peu près la même collection. Parce que des fois, tu sais, je fais les mangatech des abonnés, et j'ai l'impression que des fois, on a pas du tout les mêmes univers avec certains. Ils partent complètement sur d'autres collections, dans d'autres styles complètement opposés. Et ouais, je trouve que si on a 2 collections qui collent à peu près, on a à peu près la même chose. Tu vois vraiment la personnalité d'un lecteur avec sa collection. C'est vraiment, ça reflète beaucoup. Hein. Ça reflète beaucoup sur... et puis la tranche d'âge évidemment aussi. Ouais. Non, ça c'est drôle. Ça pourrait être un concept de vidéo. Hein. Quelqu'un qui envoie un manga collect. Quel âge a ce collectionneur juste en voyant une photo d'une collection? Il crée un personnage. Genre, il t'envoie son manga collect et tu crées un personnage et il t'envoie la photo aussi et t'essayes de deviner quel genre. Ah ouais. Ça pourrait être drôle ça. Oui, parce qu'il y a le manga collect, mais aussi la collection de comment c'est mis dans une manga. Parce qu'il y en a, ils mettent ça dans les cartons et tout, ils s'en foutent. Et tu vois, ça peut... on peut se dire, ça, c'est quelqu'un qui est différent d'un autre. Et tu dois deviner à quoi il ressemble, ou tu te fais une image, donc tu dessines ou tu crées quelque chose. C'est un quarantenaire. Et après, t'as le reveal de sa photo et t'as comment tu l'imagines. Ça pourrait être drôle, ça. Bon, voilà. On signe pour le concept, là, c'est bon. on va le breveter. C'est bon, j'arrête tout. Je fais ça, je fais plus de podcast. Non, ça pourrait être drôle, ça, j'avoue. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez participer à ça aussi. Bon. En tout cas, Cantibus, merci d'avoir participé à ce podcast. Encore une fois, tous les liens... merci pour l'invitation. C'est un plaisir, hein. Encore une fois, tous les liens sont en description si vous voulez aller découvrir son travail. Comme je vous ai dit, il y a le format des pires annonces Vinted qui est quand même très original, qui est quand même très cool.
Je suis en train de monter le prochain Voilà, épisode. donc ça se trouve, il sera sorti d'ici là. Donc n'hésitez pas. Ah, peut-être. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Quantibus, un petit mot de la fin, un petit truc, un dernier truc à dire, une dernière recommandation. Non, j'aimerais juste vous dire, soyez curieux, voilà, essayez de découvrir un maximum d'œuvres, de choses que vous n'allez pas forcément être attiré au premier coup d'œil, mais vous dites, tiens, allez, vas-y, je vais tenter la chance pour ce manga ou pour ce manga. Vraiment, soyez curieux dans vos recherches, dans vos lectures. C'est important et ça va surtout forger votre univers et votre collection. Et puis voilà, et puis c'était un bonheur de participer à ce podcast. Ah non, très cool. Voilà, ça fait plaisir surtout de me dire ah putain, je suis invité alors que j'étais spectateur habituellement. Ah bah non, mais ça fait super franchement, plaisir. Tu sais, quand j'ai créé ce format, j'avais pas mal de profils en tête. J'avais quand même ton profil en tête depuis longtemps, mais tu sais, genre, voilà, j'essaie de séparer un peu les intervenants pour qu'il y ait des choses un peu différentes à chaque fois. Ouais. Mais voilà, il fallait que j'ai la mangatech dans pourquoi tu as ça dans ta mangatech. Voilà, je finirai sur ça. C'est dans le titre. Je suis dans le titre. Je peux que finir sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, c'est disponible sur Apple Podcast et sur Spotify aussi si vous voulez l'écouter sans pub. Voilà, petite astuce. C'est gratuit, c'est cadeau. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Merci Quantibus d'avoir participé. Bye.